Bienvenue à tous pour donc, cette session de l'après-midi où on va discuter en gros d'intelligence, de ce qu'on peut dire d'intelligence artificielle, de l'intelligence humaine et peut-être discuter un peu les liens entre les deux. Et donc le premier exposé de l'après-midi sera donné par Frédéric Alexandre, qui est directeur de recherche INRIA au Labri et qui va nous dire ce que les neurosciences computationnelles peuvent dire à l'intelligence artificielle. Et donc, pour cet exposé, comme pour le suivant, je vous invite à garder vos questions éventuelles pour la session de discussion qui viendra ensuite, à moins que ce soit une question réellement pour la compréhension de l'exposé. Dans ce cas-là, je vous invite à la poser directement aux intervenants lors des interventions. Et donc, je laisse la parole à Frédéric maintenant pour ce premier exposé. Bonjour, bonjour à tous. Merci à Sébastien pour la présentation et pour l'invitation aussi. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous présenter ce que je vais dire maintenant. Alors pourquoi? Alors peut-être pour juste me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais commencer par dire que je viens du monde de l'IA. Donc j'ai commencé au début, quand j'ai fait de la recherche, j'ai commencé à faire de l'IA et à l'époque, c'était dans l'équipe de Jean-Paul Laton. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, donc dans laquelle je suis resté plus de 10 ans. Donc, ce qui m'a donné l'occasion finalement d'être sensibilisé à vraiment beaucoup d'approches différentes de l'IA, aussi bien symbolique que numérique, que hybride, différentes techniques de raisonnement, de planification, etc. Donc voilà, ce qui fait que j'avais quand même, je pense, une assez bonne vue, au moins en largeur, disons, de ce qu'était l'IA. Et ce qui m'a amené, alors, peut-être on pourra en parler plus tard, mais ce qui m'a amené finalement à faire le pari, éventuellement un peu argumenté, que ça avait du sens d'aller voir au niveau des neurosciences pour essayer de trouver des bonnes idées, pour essayer d'améliorer certaines faiblesses de l'IA. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu. Et ce qui m'a amené encore plus récemment, histoire de franchir encore plus le pas, ce qui m'a amené encore plus récemment de demander une mutation pour être intégré dans un laboratoire de neurosciences. Donc, actuellement, là, je suis en train de vous parler depuis l'Institut des maladies neurodégénératives, qui est un labo de neurosciences de Bordeaux, donc avec lequel je collabore avec des neurobiologistes et des neurologues médecins sur la compréhension du cerveau. Donc, c'est un peu de tout ça dont je vais essayer de vous parler, et en particulier éventuellement de l'impact que ça a pu avoir sur ma compréhension et l'évolution de ma compréhension sur l'IA. Alors, dans le labo où je suis, voilà, typiquement, là, je vous montre sur l'écran, je vous montre une scène typique qu'utilisent les collègues expérimentalistes pour essayer d'évaluer le comportement éventuellement intelligent d'un rongeur. Donc là, vous avez un rongeur qui est placé au centre d'un labyrinthe qu'on appelle labyrinthe radial, avec 8 bras. Et puis, sur les murs autour, il y a des posters qui sont affichés avec des patterns dessus, etc., pour que le rat se repère un petit peu. Et au bout des bras, on va lui mettre éventuellement de la nourriture ou de la boisson. Et donc, le but du rat, c'est d'apprendre à explorer, à naviguer dans ce labyrinthe pour, selon ses besoins, savoir où aller pour se nourrir et pour se désaltérer. Alors, déjà, à ce niveau-là, si on essaye de ramener ça avec ce qu'on sait de l'IA, on pourrait dire, typiquement, on voit bien que le rat, pour faire ça, il a besoin d'extraire des caractéristiques visuelles pour se repérer dans la pièce où il est. Il a besoin de faire de la classification pour être capable de reconnaître, d'identifier les objets. Et que donc, finalement, si je devais modéliser ça, prendre quelque chose qui ressemblerait à un classifieur supervisé quelconque, dont le deep learning, dont on parle beaucoup actuellement, serait sûrement une solution. Et puis maintenant, pour vraiment aller sur la compréhension de la stratégie du rat, on pourrait se rapprocher de ce qui se passe dans l'apprentissage par renforcement. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'architecture qu'on appelle acteur critique, où d'une part, vous avez un acteur qui est en train de décider de la politique du rat, autrement dit, de décider de quelle action sélectionner en fonction de la situation qu'il perçoit. Et puis, d'autre part, vous avez un autre système qui peut être aussi implémenté avec un réseau de neurones,
qu'on appelle le critique, et lui qui est en charge de mettre une valeur sur les différents objets qu'on perçoit, et puis de prédire les conséquences des actions, et en fonction du retour d'environnement qu'il reçoit, donc en fonction des récompenses qui ont été reçues, l'erreur calculée par le critique peut lui servir d'une part à se mettre à jour lui-même, donc à mettre à jour les valeurs qu'il a pour les différentes situations, et aussi à mettre à jour l'acteur pour affiner sa politique. Donc là, je suis en train de vous résumer brièvement une approche vraiment standard en apprentissage par renforcement, dont on se dit qu'elle pourrait très bien convenir pour ce type de tâches ici que le rat doit résoudre. Alors maintenant, la question que moi j'ai posée à mes collègues dès que je suis arrivé dans le labo de neurosciences, c'est de leur dire, finalement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en gros comment est-ce que le cerveau fait pour résoudre cette sorte de tâche. Donc du coup, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, bien sûr, hein, donc ce sera très schématique, mais en tout cas, je pense que ça capture les principales étapes qui sont importantes. Donc, première chose, dans la scène visuelle, principalement visuomotrice qu'on considère ici, on se dit au début, le rat a des perceptions visuelles, et puis ce qu'on sait, hein, vous avez aussi probablement entendu parler de ça, on sait que dans le système visuel primaire, en fait, vous avez deux voies que je visualise ici sur ce schéma. Vous avez une voie dorsale qui va plutôt extraire des traits, des features relatives à la position ou à l'orientation des objets. Et puis, vous avez une voie ventrale, ici, qu'on appelle aussi temporale, sur la tempe, où on va plutôt extraire des indices qui permettront d'identifier la forme ou la couleur de l'objet. Donc, voilà les deux grandes tendances, les deux grands types de features qui sont extraits de ce système sensoriel visuel. Après, il y a un autre point qui est important à introduire à ce stade-là, c'est de ne pas oublier que le rat, comme tout animal, il a un corps, et que ce corps lui-même, il a des perceptions qu'on appelle des interoceptions, des perceptions internes, et qu'on peut classer en deux grandes catégories. Il y a d'une part des perceptions relatives à la douleur et au plaisir, et d'autre part des perceptions relatives aux besoins. Le rat, il a faim, ou il a soif, etc. Et ça se situe dans un endroit qui s'appelle l'insula, dont on ne parle pas trop, peut-être parce que c'est assez caché, hein. Si on regarde où c'est dans le cerveau, vous voyez, il faut un peu écarter les lobes pour voir si en dessous l'insula se place ici. Et donc, c'est là où on a donc ce sens de l'interoception. Donc, toute cette partie-là que j'ai déjà développée un petit peu, c'est ce qu'on appelle le cortex postérieur. Et maintenant, si je vais vers le cortex antérieur, je vais vous parler un petit peu des aires motrices qui sont reliées de manière privilégiée avec le cortex postérieur dorsal, donc celui qui extrait des traits relatifs à l'orientation et à la position. Et finalement, là, il y a l'information qu'il lui faut pour apprendre des associations sensorimotrices qui vont lui permettre de localiser l'objet, ou éventuellement de le manipuler, donc de savoir quelle taille il a, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, l'aire motrice, alors je parlais du cortex antérieur, donc pour déterminer le cortex antérieur, on prend en fait le sillon central qu'on a ici au milieu du cortex, et tout ce qui est antérieur, ça va être le cortex antérieur, et le cortex moteur dont je viens de vous parler, c'est la partie qui est en rouge ici, au tout début du cortex antérieur. Ensuite, une autre partie du cortex antérieur, c'est le cortex orbitofrontal. Bon, je vous montre tout de suite où il est. Donc, il est là, juste au-dessus de vos orbites. Donc, c'est vraiment le cortex qui repose ici sur vos yeux. Et en fait, ce cortex orbitofrontal, il reçoit de l'information de l'insula dont je viens de parler et du chemin ventral qui, lui, sert à identifier les formes et les couleurs et d'autres détails qui permettent d'identifier finalement la forme. Et à partir de cette information, le cortex orbitofrontal va être capable de coder ce qu'on appelle principalement les buts, autrement dit, d'être capable de coder les valeurs aversives ou appétitives des buts, donc en combinant ces deux types d'informations. Donc, si je résume ce que je viens de vous dire, donc il y a les aires motrices là, dont j'ai parlé. Finalement, celles-là, elles servent à associer la situation là, qui est encodée par ces différentes aires sensorielles avec les réponses motrices qui sont déclenchables potentiellement par les aires motrices. En fait, finalement, ce qu'on apprend ici dans cette association, c'est ce qu'on peut appeler un modèle sélectif, au sens où c'est un modèle qui va permettre de sélectionner les réponses adaptées à une situation. Et maintenant, si je viens de l'autre côté, donc la partie qui concerne le cortex orbitofrontal, de la même manière, on peut dire qu'il va apprendre à associer toujours
la situation sensorielle avec le résultat, la valeur du résultat en termes de est-ce que c'est plaisant, est-ce que c'est aversif, est-ce que c'est appétitif, est-ce que ça se mange, ou ce genre de choses. Et donc finalement, ici, on peut dire qu'on peut apprendre ce qu'on appelle un modèle prédictif, autrement dit, un modèle qui, à partir de la description de la situation, est capable de vous décrire l'outcome, autrement dit, la valeur pour le corps et donc pour l'individu, la valeur du résultat qu'on va avoir. Et vous voyez qu'à ce stade-là, on est capable déjà d'expliquer une bonne partie du comportement du rat dans le labyrinthe dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ce schéma-là, en fait, on peut le rapprocher de systèmes d'apprentissage par renforcement dont je viens de vous parler tout à l'heure, qu'on appelle un système d'apprentissage implicite, dont on verra tout à l'heure qu'il est relativement lent. Et en fait, dans le système d'apprentissage par renforcement, l'idée qu'ont eu Sutton et Barto et tous ceux qui ont suivi ensuite, qui ont défini les algorithmes d'apprentissage par renforcement, c'était effectivement de décrire la situation, l'environnement, de décrire la récompense, donc c'était une description assez élémentaire, disons, de la partie corporelle dont j'ai parlé tout à l'heure, pour permettre à l'agent à prendre la bonne décision. Et donc ça, si je décompose dans l'architecture acteur critique dont je parlais tout à l'heure, on voit tout de suite l'analogie avec les deux modèles dont je viens de vous parler. Le modèle sélectif, si vous vous rappelez, qui associait les aires motrices avec les aires sensorielles, et puis le modèle prédictif, qui était capable de prédire l'outcome qui, lui, correspondrait plus aux critiques. Et finalement, quand on va voir dans le cerveau plus précisément comment ces deux systèmes acteurs et critiques sont implémentés, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des boucles, ce qu'on appelle des boucles entre différentes régions du cortex et des structures qu'on appelle les ganglions de la base. Ces boucles-là qui vont implémenter les circuits dont je vous parlais pour l'acteur et le critique. Plus particulièrement, si je considère les boucles qui vont impliquer les aires motrices élémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, finalement, c'est là que le modèle sélectif, et donc quelque part l'acteur, est implanté dans le cerveau. Et maintenant, si je vais de l'autre côté, autrement dit, si je regarde les boucles qui combinent le cortex orbitofrontal avec d'autres régions des ganglions de la base, c'est là où on va retrouver l'implantation du modèle prédictif qui correspond aux critiques de l'apprentissage par renforcement. Et puis, des premiers succès vraiment importants qu'il y a eu pour montrer les liens potentiels entre neurosciences et puis ce type d'algorithme, c'est en fait quand on a découvert, en particulier avec Wolfram Schultz, quand on a découvert que à chaque fois que votre système prédictif, là, le critique, fait une erreur, en fait, il va activer un centre dopaminergique qu'on appelle le ventral tegmentum area, donc l'aire tegmentale ventrale. Et en fait, ça, c'est l'endroit qui regroupe les neurones dopaminergiques. Et finalement, quand je vais avoir une erreur dans mon apprentissage, la dopamine va être émise et va aller corriger l'apprentissage à la fois de l'acteur et du critique. Enfin, pardon, puisque je parle neurosciences, va aller corriger à la fois le modèle sélectif et le modèle prédictif. Et donc, vous voyez bien que là, on retrouve des analogies quand même assez importantes, finalement, entre la description cérébrale qu'on peut avoir de ce type de mécanisme et puis ce qui se passe, ce qui a été implémenté dans l'apprentissage par renforcement. Alors bien sûr, si on creuse un peu plus, on se rend compte que cette analogie est vraiment intéressante en surface, mais qu'après, il y a quelques petites différences dont je parlerai un peu après, qui font que ça reste une analogie générale, mais que ce n'est pas forcément exact dans le détail. Alors pourquoi ? Parce que finalement, là, je pense que c'est le moment où je peux commencer à introduire des questions qui deviennent plus intéressantes. C'est de se demander où est-ce que l'IA bloque. Alors, typiquement, l'IA ne va pas forcément bloquer pour faire un système d'apprentissage par renforcement simple tel que celui que je vous ai présenté avant, mais peut-être pour des tâches qui sont un peu plus complexes. Et donc, finalement, je m'étais proposé à essayer de vous résumer, selon moi, les 3 grandes raisons qui font que l'IA a des problèmes, au point où on peut même les appeler des malédictions. Et en fait, j'étais vraiment content hier en écoutant l'exposé de Michael Wooldridge, en fait, de l'entendre parler des problèmes de l'IA. Et en fait, les 3 problèmes qu'il a mentionnés, c'est les 3 dont je vais vous parler maintenant. Donc voilà, ça m'a rassuré beaucoup de l'entendre énoncer ça. C'est des choses classiques, ce n'est pas moi qui les ai inventées, bien sûr, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment les 3 problèmes principaux auxquels l'IA doit faire face aujourd'hui. Et donc, Michael Wooldridge pensait ça aussi, je pense, hier.
Donc, le premier problème que vous connaissez tous, je pense, c'est donc le problème de l'ancrage du symbole. Hein. Comment est-ce que je fais pour avoir accès à la signification de la tâche? Et donc, Michael nous a montré hier plein d'exemples qui illustraient bien le fait que quand on ne comprend pas la tâche, eh ben, on peut faire des bêtises. Enfin, si on est une machine ou une IA, on peut faire une bêtise en essayant de résoudre le problème. Deuxième type de malédiction, deuxième type de problème, c'est que dès qu'on passe le stade des exemples joués, dès qu'on tombe sur des exemples un petit peu réalistes, très vite, on tombe dans des espaces où l'information qu'on représente, elle va être en très grande dimension, et finalement, très vite, des algorithmes qui auraient pu être intéressants, ils ne passent pas la barre, ils ne passent pas l'échelle, parce que finalement, la combinatoire est telle que c'est impossible. Et pour ceux qui font du machine learning, la conséquence, c'est que typiquement, des fois, il y a des systèmes qui seraient tellement longs à apprendre que finalement, on ne peut pas exploiter ces systèmes-là. Ou alors, si on les exploite, il faut vraiment avoir des machines super puissantes. Donc, deuxième malédiction. Et la troisième, c'est en fait le fait qu'on vit dans un monde incertain. Autrement dit, ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand on est dans le cas, une situation où la politique est stable, effectivement, un bon système d'apprentissage par renforcement va pouvoir vous apprendre ça très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si soudain la politique change? Autrement dit, si les règles du jeu, si les règles de l'environnement changent, eh ben, en première approximation, si vous avez ce type de système simple, vous allez devoir réapprendre la nouvelle politique. Et si d'un coup, vous revenez à la politique précédente, eh ben, vous allez devoir revenir et réapprendre, et ça prend autant de temps à chaque fois pour revenir à la politique précédente, alors que nous, on sait très bien que nous, on est super flexible dans le monde changeant, et donc super flexible pour nous adapter. Ben, vous voyez, quand vous allez au Royaume-Uni, tout à coup, vous savez très vite conduire à gauche, vous revenez en France, très vite, vous reprenez l'habitude de conduire à droite, et il ne faut pas tout réapprendre à chaque fois. Donc clairement, nous, on est très flexible, et donc on est très capable, disons, de gérer un monde qui est incertain et qui est volatile. Alors, bien sûr, ces problèmes, ils ne sont pas nouveaux. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques solutions qui sont proposées par l'IA pour essayer de les résoudre. Je les résume très rapidement. Et donc, bien sûr, très schématiquement aussi. Le problème de l'ancrage du symbole, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'abord souvent un problème en fait, de ne pas avoir été capable de bien représenter les connaissances. Et parmi les voies qui sont explorées pour essayer de pallier ce problème, c'est le fait de développer des ontologies, autrement dit, de développer des représentations du monde qui soient assez riches et assez versatiles pour être capables d'être utilisées pour permettre d'accéder à quelque chose qui ressemble à du sens commun pour ce type de raisonnement, par exemple. Mais en général, pour faire ça, très souvent, on a besoin d'un expert humain qui nous aide à mettre au point ces ontologies. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est une première approche qui est utilisée pour essayer d'aborder ce problème d'ancrage du symbole. Pour aborder le problème de la combinatoire, ça, on en a entendu parler. Hein. Si on parle tant du deep learning aujourd'hui, une des raisons principales, c'est que la puissance calculatoire de nos machines a énormément changé et s'est énormément améliorée, ce qui fait qu'il y a 5 ans ou 10 ans, des problèmes qui étaient impossibles parce que trop combinatoires, aujourd'hui, on peut les faire parce qu'on a des clusters de machines, on a du high performance computing qui fait qu'on est capable de réaliser des problèmes beaucoup plus combinatoires aujourd'hui. Mais quelque part, on n'a pas résolu la combinatoire, on a juste accéléré son traitement. Mais je répète, pour certains problèmes de deep learning, ça peut être tout à fait suffisant. Et puis, sur les problèmes d'incertitude, les principales voies qui sont utilisées aujourd'hui, c'est d'essayer de décrire cette incertitude en utilisant des modèles probabilistes, par exemple des approches bayésiennes, hein, qui peuvent être, ou d'autres, qui peuvent être utilisées pour essayer de décrire ces problèmes-là. Donc, c'est des approches qui sont en général très intéressantes et très pertinentes. Le seul problème, c'est que parfois, si on considère les hypothèses qu'il y a derrière ce type de modèle, en fait, ça nous renvoie sur un autre problème, c'est que pour développer ces modèles, on retombe sur des problèmes combinatoires qui fait que ce n'est pas forcément simple d'être capable de bien déployer ce type de système probabiliste. Alors maintenant, la question qu'on pourrait poser, hein, c'est OK, et le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il propose? Et donc, c'est de ça dont j'ai essayé de vous parler. Qu'est-ce qu'il propose pour essayer de résoudre ces 3 malédictions? Sur l'ancrage du symbole, finalement, le mot-clé, c'est de dire on a une cognition incarnée. Autrement dit, on a un corps, et en fait, c'est le rôle de notre corps qui nous permet d'avoir cette connaissance diffuse de l'environnement, ce sens commun. Et donc, pour ça, en particulier, le rôle du corps, j'en ai déjà parlé, hein, c'est l'insula que j'ai évoqué tout à l'heure, qui joue un rôle majeur pour essayer de résoudre ce problème dans le cerveau. Pour le problème de combinatoire,
en fait, là, on va vraiment, chez les êtres vivants, on va vraiment essayer d'utiliser une stratégie pour résoudre ce problème, pas juste calculer plus vite, mais plutôt pour résoudre ce problème. Et la stratégie, ça va consister à utiliser notre mémoire explicite, et pour ça, en particulier, d'utiliser l'hippocampe. Et pour les incertitudes, au lieu d'avoir cette combinatoire avec toutes les hypothèses possibles et imaginables que peuvent donner des systèmes probabilistes, eh ben, on va, à l'aide de notre cortex préfrontal, on va plutôt essayer de faire des hypothèses et puis essayer de naviguer dans ces mondes hypothétiques pour essayer de résoudre des problèmes. Donc, je vais vous parler de ça. Mais avant de vous parler de ça, en fait, j'ai besoin quand même de vous introduire deux nouveaux mots là, que je viens de balancer sans contexte. C'est hippocampe et cortex préfrontal. Donc, avant de vous expliquer ces 3 points, je vous dis quelques mots pour introduire ce que c'est que l'hippocampe et le cortex préfrontal. Alors, pour ça, donc, je reviens sur le schéma. Vous devez reconnaître celui que j'ai montré tout à l'heure. Donc, on s'en était arrêté là. Et j'introduis un premier autre participant, c'est le cortex entorhinal. Le cortex entorhinal, c'est une partie de notre cortex en fait, qui va recevoir de l'information de toutes les parties du cortex, donc qui va le condenser en une espèce de résumé. Finalement, la scène sensorielle que vous percevez de manière distribuée dans toutes vos aires sensorielles, vous allez la résumer dans le cortex entorhinal. Et le cortex entorhinal, c'est l'entrée sensorielle du fameux hippocampe dont je vous parlais, et l'hippocampe qui fonctionne comme une mémoire associative et qui va être capable de stocker ce qu'on appelle de la mémoire épisodique, autrement dit, de stocker des épisodes, autrement dit, de stocker des distributions d'activités pour un certain épisode. Si je dois répondre à la question « Qu'est-ce que tu as mangé hier soir ?» Eh bien, en fait, pour me remémorer ça, en fait, c'est que hier soir, j'ai mémorisé l'état de mon insula, de mon cortex visuel, etc. Et je l'ai mémorisé dans l'hippocampe. Et donc, je peux retrouver le souvenir de ce que j'ai mangé hier soir, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, etc. grâce à mon hippocampe qui a appris en mémoire associative, qui a appris par cœur cette situation dans le réseau récurrent ici qu'on appelle CA3 pour le détail. Donc, l'hippocampe comme base de mémoire épisodique. Donc, pour information, l'hippocampe, c'est la partie violette qui est ici, et puis le cortex entorhinal en dessous, là, c'est la partie verte qui est ici sur le schéma. Et bientôt, là, je vais vous parler tout de suite du cortex singulaire, donc je vous le montre avant. Le cortex singulaire, il est ici. Et donc, le prochain sujet dont je vais vous parler, c'est donc ce fameux cortex singulaire. En fait, lui, il est là pour essayer de suivre la performance de ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est en train de déclencher des actions pour résoudre des problèmes, et puis tout à coup, hop, on se trompe, il y a un problème. Et donc, le cortex singulaire va se rendre compte qu'on a fait une erreur, et donc, il est capable d'aller inhiber l'action qu'on voulait déclencher avec nos aires motrices, et en fait demander à un autre acteur, qui est le fameux cortex préfrontal, demander à un autre acteur de fournir d'autres règles contextuelles, donc plus adaptées à la situation pour résoudre le problème. Donc finalement, le cortex latéral préfrontal, il est là pour fournir, quand il y a besoin, des règles contextuelles qui sont plus adaptées à la situation. Donc ça, je vais l'expliquer plus en détail ensuite. Et pour ceux que ça intéresse, le cortex préfrontal, c'est la partie rose, c'est vraiment la partie avancée ici de votre cortex qui est ici. Et donc, si je reprends ma petite histoire de tout à l'heure, donc je ne vais pas vous réexpliquer qu'ici, on a le système sélectif, qu'ici, on a le système prédictif, donc l'acteur et le critique. Ici, grâce au cortex singulaire, on est capable de prendre la décision, donc de mettre les deux ensemble pour voir si la décision est viable et puis si elle peut être utilisée. Et si elle ne peut pas, eh ben, on va se servir du cortex latéral préfrontal pour être capable de faire ce qu'on appelle du contrôle cognitif, ce qu'on appelle de la métacognition, autrement dit de réfléchir à la manière qu'on a de réfléchir pour essayer de trouver une stratégie qui est plus adaptée au problème, du genre « Ah bah oui, je me rappelle que là, je suis au Royaume-Uni, donc j'ai plutôt intérêt à conduire à gauche que de conduire à droite, et donc ne pas suivre mes instincts pour conduire. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle cognitif ou la métacognition, et donc c'est le siège principal, c'est le cortex latéral préfrontal. Donc maintenant que j'ai fait ce petit rappel anatomique, je peux vous reprendre rapidement ces trois points pour essayer de vous introduire les principes selon lesquels le cerveau est capable de résoudre, en tout cas d'essayer de résoudre ces 3 malédictions de l'IA.
Donc, le problème de l'ancrage du symbole, le rôle de l'insula. Donc, je reprends ce petit morceau de schéma dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et je vais expliquer un peu plus ce qui se passe au niveau de l'insula et donc expliquer un peu plus le rôle du corps, finalement, dans nos décisions. Alors, première chose, hein, souvenez-vous, dans l'apprentissage par renforcement, finalement, la partie renforcement, en général, c'est un scalaire, c'est la fameuse R, la fameuse récompense. Des fois, il y a une espérance de récompense qu'on peut calculer, mais ça reste quand même un scalaire, alors que chez nous, c'est quand même une représentation qui va être beaucoup plus riche, parce que les différentes formes de plaisir ou de douleur qu'on peut avoir, on a quand même une capacité d'expression beaucoup plus fine et beaucoup plus riche pour faire ça, d'une part. D'autre part, grâce à notre système orbitofrontal, on est aussi capable d'anticiper les plaisirs et les douleurs qu'on va avoir. Et ça, c'est un nom, ça s'appelle les émotions. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est le fait d'être capable de comparer des aspects incomparables. Et donc ça, c'est avec une notion introduite par Damasio qui s'appelle les marqueurs somatiques. Alors, j'avais un exemple que je voulais vous montrer, mais finalement, hier, Michael Woodridge a donné un autre exemple. Et j'ai réfléchi que je pouvais finalement reprendre celui-là, peut-être pour vous donner l'explication. Hier, Michael, il disait, finalement, ce qui est quand même très fort chez l'être humain, et selon lui qu'une machine n'y arrivera jamais, c'est de dire, je considère ce que c'est que les impôts. Et en fait, si je prends ma casquette d'entrepreneur, je peux dire les impôts, c'est très bien parce que c'est très mal parce que ça va brider l'entrepreneuriat, ça va brider la libre concurrence, etc. Enfin, le discours libéral classique contre les impôts. Et après, si je mets ma casquette sociale, je vais dire les impôts, c'est vachement bien parce que ça permet de redistribuer l'argent aux plus pauvres, etc. Et donc, il disait, ce qui est très bien, c'est que les êtres humains, enfin, moi, en tant qu'être humain, je suis capable d'avoir les deux trucs-là dans ma tête, les deux notions-là dans la tête en même temps. Et donc, et ça, c'est très fort. Donc, il n'y a pas une vérité unique et j'ai cette diversité. Et effectivement, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on est effectivement capable d'avoir cette représentation et de relier en quoi ça déclenche du plaisir ou en quoi ça déclenche de la douleur. Et donc, on peut avoir ces deux systèmes qui sont ressentis émotionnellement. Et éventuellement, si on a envie de les comparer, on a le principe des marqueurs somatiques, c'est de dire finalement, c'est mon corps qui va me servir à ressentir la douleur ou le plaisir, ou en tout cas le sentiment agréable ou désagréable qu'évoquent chez moi les impôts, et de dire finalement, je préfère l'un ou je préfère l'autre pour prendre ma décision. Mais finalement, pour l'instant, c'est juste d'évaluer la valeur. Mais après, quand j'ai une décision à prendre, et donc c'est là où est l'autre étage finalement de notre système corporel, c'est le système motivationnel. Donc c'est le fait qu'en plus, on a des besoins, on a une motivation, et donc en particulier parmi les besoins, selon que je vous parle en ayant des besoins d'entrepreneur ou en ayant des besoins d'égalité sociale dans mon environnement, je vais être capable de pondérer différemment et donc de mettre l'accent plus ou moins sur l'un ou sur l'autre. Et donc finalement, pour prendre une décision, en général, dans mon cortex singulaire, je vais me servir non seulement des émotions, autrement dit du constat que ça peut être bien, ça pourrait être bien, ça pourrait être mal, mais aussi de me servir de mes motivations pour dire, mais en l'occurrence, en ce moment, vu le problème que j'ai à résoudre, j'ai plutôt faim que soif, ou je suis plutôt entrepreneur que social, et donc je vais préférer provisoirement cette interprétation parce que j'ai envie de boire plutôt que de manger, donc je vais plutôt chercher ça, ou parce que j'ai envie de distribuer l'argent plutôt que de créer une entreprise, et donc je vais plutôt profiter de cette solution. Et donc ça, c'est bien l'intérêt des motivations, en fait, de nous permettre de ne pas seulement obéir à notre environnement immédiatement en côté émotionnel, mais aussi d'être capable de manière interne, partant de nos émotions, de nous faire diriger par nos buts. Et donc, quand on a déterminé que le but, c'était boire, on peut éteindre les autres émotions et ne se servir que des émotions qui me permettent de boire ou qui me permettent de redistribuer l'argent aux plus pauvres, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les motivations extrinsèques quand le but de ma recherche est extérieur, comme de l'argent ou comme à manger ou à boire. Et ce qui est intéressant, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, quand on parle de motivation intrinsèque, c'est que des fois, les motivations que je peux avoir, ça peut être des motivations de gain interne, de gain d'information. Quand je veux acquérir plus de connaissances, ça va être une motivation aussi pour organiser mon comportement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la curiosité. Pourquoi est-ce que je vais être curieux à vouloir découvrir des choses, découvrir de la nouveauté? Pourquoi est-ce que je vais passer des heures à jouer à un jeu, etc. Ça, c'est pour entraîner mes modèles, pour acquérir plus de connaissances. Et donc, c'est ça aussi qui explique certains comportements qu'on aurait peut-être du mal à expliquer de manière plus rationnelle, classique. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes tendances
motivation et émotion, qui permettent d'expliquer toute la richesse qu'il y a dans les êtres vivants pour être capable de gérer et de représenter finalement cet ancrage du symbole, ou en tout cas de représenter la signification sémantique finalement de la scène qu'on a à traiter. Sur le deuxième point, le point de la combinatoire et le rôle de l'hippocampe. Donc, pour vous illustrer ça, pareil, je reprends un petit bout de mon schéma, donc la partie sensorielle que j'avais expliquée avant, donc qui correspond au cortex. Et dessus, donc, je rappelle la structure de l'hippocampe avec l'entorhinal et l'hippocampe. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le rôle complémentaire entre la forme lente, statistique, ici la mémoire sémantique, que je suis en train de me créer dans le cortex par rapport à la mémoire épisodique que je peux apprendre très rapidement dans l'hippocampe. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que si on contraste un peu les deux types d'apprentissage, c'est que l'hippocampe, lui, va être capable d'apprendre très rapidement des cas particuliers et de les stocker dans l'hippocampe, mais ensuite, il va être capable de les rejouer, donc de les renvoyer à nouveau vers le cortex. Et ça va servir à accélérer l'apprentissage dans le cortex, qui en général a un apprentissage très long, c'est un apprentissage statistique. Et donc, la manière d'accélérer, donc de pallier cette combinatoire, et on verra un petit peu tout à l'heure mieux comment, ça va être en fait de renvoyer des épisodes qui ont été stockés là, de les renvoyer vers le cortex pour l'entraîner, aussi bien pour apprendre des concepts, donc à ce moment-là, on entraîne la partie là que je vous montre, que aussi pour entraîner des plans d'action. Pourquoi? Parce que l'hippocampe, il renvoie aussi vers le cortex frontal dont je vous ai parlé tout à l'heure, vers ces trois régions là dont je vous ai parlé. Autrement dit, il est aussi capable d'entraîner cette partie-là du cortex. Et donc ça, il le fait par un système qu'on appelle le replay en anglais, le fait de rejouer, donc de se remémorer et de rejouer un épisode. Donc typiquement, je vous dis qu'est-ce que vous avez mangé hier soir. Donc quand vous vous revoyez en train de manger hier soir, ben là vous êtes votre hippocampe est en train de rejouer, de faire le replay, de réactiver les aires corticales correspondantes pour que vous vous souveniez de la musique qu'il y avait, du goût des aliments, etc. Donc là, c'est votre hippocampe qui rejoue ça dans le cortex. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce replay, expérimentalement, on montre qu'il peut être direct. Autrement dit, si c'est un rat qui est en train de suivre un couloir pour aller prendre une nourriture, eh ben, on va être capable d'apprendre cette séquence, cet épisode et de la rejouer dans l'ordre, du début jusqu'à la fin, mais qu'on est aussi des fois capable de la rejouer dans l'autre sens, de la fin vers le début. Donc, c'est du replay backward en bon français. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que selon les moments, on va plutôt faire du replay avant ou arrière. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on est en train d'agir et que quand on tombe sur une récompense, donc on dit, c'est super, j'ai trouvé une récompense, il faut absolument que je me souvienne que cette récompense est là, il faut que je m'en serve même pour surentraîner mon cortex à être capable de retrouver cette récompense. Et en fait, quand on arrive sur une récompense, on va rejouer en arrière, en backward, on va rejouer la séquence qu'on vient de faire, de là où on est jusque de là où on vient, pour être capable d'aller consolider l'apprentissage, donc de surentraîner votre cortex moteur à apprendre cette séquence d'action, parce qu'en fait, elle est super intéressante vu qu'elle vous permet de manger. Mais après, des fois, on est aussi capable de faire ce replay dans des périodes de repos. Typiquement, quand on dort, quand on rêve, en fait, quand on rêve, on n'est pas en train de rien faire. Quand on rêve, c'est votre hippocampe qui est en train de renvoyer des exemples pour entraîner votre cortex. Ou ça peut être aussi quand on est en train d'hésiter. Là, je suis le rat en train de me dire, oh, bah là, je ne sais plus trop où est-ce que j'en suis. Et je suis en train de réfléchir aux conséquences de mes actions pour essayer de planifier mon comportement. Et en fait, là, quand vous êtes en train de mouliner, quand on met les électrodes dans le crâne de l'animal qui fait ça, on voit qu'il est en train de faire du replay forward parce qu'il est en train d'essayer de rejouer les épisodes pour essayer de se souvenir de qu'est-ce qui pourrait se passer s'il avançait en tournant à droite ou à gauche. Et en fait, ça, on l'a bien vu, donc c'est les expériences, en particulier de Moser, qui a eu le prix Nobel pour ça dernièrement. Donc, ils l'ont bien vu en regardant ce qui se passait sur un rat qui était dans un labyrinthe, soit en train de faire des boucles comme ça. Donc, il avait une récompense que s'il faisait une boucle comme ça. Et puis après, il avait une récompense que s'il faisait un 8. J'espère que vous voyez ma souris qui bouge. Enfin, ma souris, c'est le cas de le dire, qui bouge ici dans le labyrinthe. Ensuite, le rat avait une récompense s'il faisait un 8 comme ça.
Et après, ce qu'il voit, c'est qu'effectivement, quand on regarde le rat qui est au repos ou qui est en train de réfléchir avant de prendre la bonne décision, ben on voit qu'effectivement, des fois, il fait du forward replay ou du backward replay selon la situation. Et puis aussi, ce qui est super intéressant, c'est que des fois, le rat, il fait ça. Autrement dit, il fait cette séquence-là, de gauche à droite. En fait, une séquence qu'il n'a jamais faite. Si vous regardez les trajectoires que j'ai montrées, il n'a jamais fait. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend juste des morceaux de séquence. Il prend un morceau de la séquence-là en forward et un morceau de la séquence-là en backward et il les met ensemble pour créer une nouvelle séquence. Donc ça, c'est de la créativité. Donc, autrement dit, on peut montrer que le rat, quand il fait du replay, ce n'est pas seulement se remémorer des événements passés, mais il est aussi capable d'aller chercher des bouts d'événements pour les coller bout à bout, disons, pour faire simple, et pour imaginer des nouvelles situations qu'il n'a jamais vécues et imaginer les conséquences qu'aurait une situation qu'il n'a jamais vécue. Donc ça, c'est vraiment une propriété qui est super intéressante. Et la question qu'on peut se poser, c'est de dire, puisque l'hippocampe est capable d'entraîner le cortex, qui est très lent à apprendre, y compris pendant les périodes de repos, autrement dit, pendant que vous dormez, ben, en fait, vous êtes en train de calculer super vite pour entraîner votre cortex, ben, finalement, c'est quoi la meilleure stratégie de replay? C'est quoi l'ordre dans lequel, parce que ça, on peut montrer que la compétence, la performance va dépendre de l'ordre dans lequel on va rejouer ces épisodes. Donc, la question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour apprendre de manière optimale, entraîner de manière optimale le cortex. Donc là aussi, je résume quelques expériences de neurosciences qui explorent ça. Il y a en gros 2 critères pour essayer de comprendre les stratégies de rejouer des événements pour s'entraîner. Première stratégie, c'est on va plutôt rejouer des stratégies qui sont les plus informatives. Autrement dit, celles qui m'ont amené des récompenses pas prévues. Et donc, de manière on pouvait s'y attendre, c'est surtout pendant le replay backward, à rebours, dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, pour la consolidation de la mémoire, c'est surtout là qu'on va faire ce type de replay, donc pour entraîner, pour consolider la mémoire. Autre critère, c'est des fois, je vais plutôt rejouer les exemples qui sont les plus adaptés, les plus proches de la situation présente. Et donc là aussi, ce n'est pas très surprenant de se dire, ça, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé dans le forward. Autrement dit, quand je suis au début de mon labyrinthe en train de me demander est-ce que je devrais aller à droite ou à gauche, vaut mieux que je me replay, que je me rejoue des exemples de parcours dans le labyrinthe, plutôt que je me rejoue des exemples de ce que j'ai mangé hier soir, qui n'est pas forcément pertinent ici. Donc là, je vais plutôt rejouer ce qui est pertinent pour m'aider à soit me souvenir en rétrospectif, soit imaginer en prospectif, en mettant bout à bout de différents morceaux, ce que je pourrais faire. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que selon le type de replay qu'on fait, si on regarde l'apprentissage d'un système supervisé, donc qui ressemblerait à un cortex, on voit la convergence, donc, qui en général est longue à cause de la combinatoire ici. Et en fait, on voit que la convergence, elle va beaucoup plus vite juste si on fait du replay. N'importe quel type de replay, déjà, ça permet d'entraîner plus rapidement. Et ensuite, si on fait un replay avec priorité, avec les mêmes priorités que celles dont je viens de vous parler ici, on voit qu'on est capable de façon vraiment dramatique, pour reprendre un anglicisme, de façon impressionnante, qu'on est capable de vraiment accélérer énormément le replay. Et donc, on n'a plus besoin forcément d'aller autant dans la combinatoire pour rechercher plein d'exemples, plein de combinaisons pour arriver à s'entraîner. On peut arriver beaucoup plus vite à entraîner un système supervisé si on est capable de bien choisir les exemples à lui rejouer et éventuellement à lui rejouer virtuellement. Donc là, et c'est là où je n'étais peut-être pas tout à fait d'accord avec Michael hier quand il disait que sur ce type de problème, il n'y avait absolument aucun no clues, il disait absolument aucun indice de comment faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des indices qui permettent de faire ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le renforcement par apprentissage épisodique, ou c'est ce qu'on appelle aussi le curriculum learning, l'apprentissage de curriculum. Donc l'apprentissage qui consiste à se dire dans quel ordre optimal il faut apprendre quelque chose pour apprendre à converger le plus vite possible et donc ne pas passer des heures et des phases de corpus et des phases de corpus à entraîner un deep learning bêtement. Il vaut mieux savoir à quel moment bien choisir les bons exemples pour l'entraîner le plus vite possible. Donc ça, il y a quand même certains développements qui existent aujourd'hui, qui sont en partie bio-inspirés et qui sont aussi créés sur des bases probabilistes et calculatoires pour essayer de trouver ces meilleures stratégies.
Alors maintenant, sur le dernier chapitre, donc sur comment est-ce qu'on est capable de gérer les incertitudes et donc le rôle du préfrontal. Donc, je vous rappelle un petit peu ce schéma global. Et donc, le rôle du préfrontal donc, pour le contrôle cognitif. Au passage, le préfrontal, chez l'humain, c'est ce truc-là, enfin, cette région-là qui est en bleu clair. Là. Vous voyez, chez l'être humain, c'est 30% de tout votre cortex qui est uniquement dévolu à résoudre ces problèmes de gérer l'incertitude. Alors que chez le singe, chez le primate non humain, enfin chez le macaque, c'est un peu plus petit. Et puis chez le rat, c'est vraiment très, très petit. Mais chez nous, c'est devenu vraiment une de nos problématiques principales. Donc, ça laisse entendre que si l'intelligence humaine vous intéresse, ça vaut vraiment le coup d'aller voir quand même ce qui se passe dans le cortex préfrontal latéral. Alors, pour ça, je vais vous donner un exemple en commençant donc chez le rat, qui, lui, n'a pas un très gros cortex préfrontal latéral. Et en reprenant l'exemple simple dont je parlais tout à l'heure, hein, du labyrinthe, et donc là, j'ai un modèle sélectif qui peut m'apprendre à sélectionner les 3 comportements. Je pourrais tourner à gauche, aller tout droit, tourner à droite. Donc là, je peux apprendre mon modèle sélectif tranquille. De la même manière, je peux apprendre mon modèle prédictif tranquille et apprendre par expérience qu'en général, là, j'ai 3 boulettes de nourriture, la 2 et la 1. Et donc, si je mets un peu les deux ensemble là, pour prendre une décision, eh ben, j'ai plutôt avoir tendance, un peu logiquement, si je suis le rat, à finir par apprendre qu'il vaut mieux sélectionner ce comportement pour aller tout droit. Jusqu'au jour où, manque de bol, je tombe sur une porte fermée et je ne peux plus aller là. Et donc là, mon cortex orbitofrontal se rend compte qu'il y a un problème, j'ai fait une erreur. Le cortex singulaire va aller inhiber mon action habituelle réflexe et va aller déclencher la seconde meilleure solution et donc va me permettre de survivre en allant tourner à gauche. Mais ça, quelque part, c'est réactif. C'est une stratégie réactive au sens où le rat, il a dû se tromper pour se rendre compte qu'il y a un problème et pour se corriger après. Et maintenant, on regarde le singe. Le singe, lui, ce qu'il fait, au début, c'est pareil, hein, il va construire les mêmes systèmes prédictifs et sélectifs, sauf que lui, éventuellement, il va être capable de se rendre compte que quand il est en train d'utiliser son modèle sélectif aller tout droit, il y a un indice, un feu rouge, enfin un feu vert par exemple, qui lui dit là, tu es en train d'aller tout droit, et que par contre, quand c'est bloqué, il y a un autre indice, c'est le feu rouge qui lui dit là, la porte est fermée, il faut trouver une autre solution. Et finalement, l'intérêt du primate, et donc chez nous y compris, c'est que dans le cortex préfrontal latéral, on va être capable d'apprendre des règles contextuelles, donc pas des règles générales, mais des règles dépendant d'un contexte, pour nous dire de manière proactive, donc avant d'avoir fait l'erreur, de nous dire attention, tu es en contexte feu rouge, donc c'est même pas la peine d'essayer d'aller tout droit, tourne à gauche tout de suite. Et donc nous, les primates, on est capable de faire ça grâce à notre cortex préfrontal qui est capable d'insérer dans cette décision des règles contextuelles. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous avais un peu menti en vous montrant ces deux boucles-là qui font l'acteur et le critique. C'est que chez les primates, on a une troisième boucle qui est au milieu quand on a fait grossir notre cortex latéral préfrontal. On a aussi été recruter des terrains dans les ganglions de la base pour apprendre une autre boucle qui, elle, apprend des modèles contextuels. Donc, qui apprend des modèles qui sont valables que quand je conduis au Royaume-Uni ou que quand je suis un singe et que j'apprends à manger quand le feu rouge est allumé. Donc là, j'ai ma règle contextuelle qui va directement être utilisable. Et quand je reviens en France ou quand la lumière verte est allumée, et tout de suite, je peux reprendre ma règle normale. Et donc, je ne suis pas obligé de rapprendre, désapprendre, réapprendre. J'utilise juste au bon escient à bon escient ma règle contextuelle pertinente. Et donc ça, c'est vraiment le principe de faire des hypothèses à l'avance sur là où on est pour choisir le bon comportement. Et si je finis juste quelques mots sur le rôle de la dopamine, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement la dopamine participe à l'apprentissage de ça, de ces systèmes-là, de l'apprentissage de ces 3 boucles-là, mais aussi, et ça on peut s'en rendre compte, c'est qu'en fait, quand vous avez un système comme ça qui fonctionne, vous devez mettre au point ce qu'on appelle une mémoire de travail, autrement dit, vous souvenir. Vous dire, n'oublie pas, quand vous conduisez en Angleterre, vous vous dites, n'oublie pas, je suis au Royaume-Uni, donc quand vous conduisez, n'oublie pas, je dois être à gauche. Donc vous avez une mémoire de travail tout le temps qui vous rappelle ça. Et donc ça, c'est aussi la dopamine dans notre cerveau qui est en charge de décider est-ce que je maintiens ma règle contextuelle ou est-ce qu'il est temps de changer et de revenir à une règle normale. Donc, finalement, si je résume ce que je viens de vous dire sur le rôle du cortex préfrontal pour gérer les incertitudes,
Ce qui est intéressant, c'est que le cortex singulaire, il va être capable d'inhiber le comportement usuel à cause du contexte, donc de dire là, ne prends pas ton comportement usuel parce que le feu est rouge ou parce que tu es au Royaume-Uni, donc on peut inhiber directement, et que par contre, on peut déclencher un nouveau comportement contextuel adapté, et ça, on le fait explicitement. Donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle de la mémoire explicite, autrement dit, je suis capable de vous l'expliquer. En Angleterre, quand vous conduisez, si ce n'est pas automatique, vous êtes capable d'expliciter la règle que vous suivez. Donc là, c'est une autre forme de mémoire qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus flexible que vous êtes en train d'utiliser. Et pour faire ça, donc pour faire ce type de tâche en métacognition, vous servez d'autres informations. Bien sûr, s'il y a le feu rouge, c'est bien, vous servez du feu rouge ou du feu vert pour savoir le contexte où vous êtes, mais éventuellement, il n'y a pas toujours le feu rouge qui est là, et donc vous pouvez vous servir d'autres indicateurs que vous allez évaluer de manière interne, qu'on appelle la confiance, ce genre de choses. Donc, dans le cortex latéral préfrontal, vous avez d'autres, et le cortex singulaire, vous avez d'autres systèmes qui vous permettent d'évaluer le niveau de confiance que vous avez et donc qui vous permettent d'éventuellement changer de manière proactive, de changer de comportement pour avoir le comportement le plus adapté au contexte dans lequel vous êtes. Et ça, là aussi, hein, c'est quelque chose qui commence à exister. Il y a des modèles qui commencent à être développés actuellement qu'on appelle du Meta-Reinforcement Learning, donc méta pour méta-apprentissage ou métacognition. Alors maintenant, autre élément non des moindres, c'est qu'est-ce qui se passe si on met les deux ensemble. Donc, n'oubliez pas que vous avez à la fois un préfrontal et un hippocampe. Et ben, c'est le fait que votre préfrontal, il va être capable de faire ça non seulement sur vos sensations, sur votre feu rouge, sur les perceptions extérieures, mais aussi sur ce que l'hippocampe renvoie, et donc, mais aussi sur l'imagination, sur les scènes prospectives virtuelles que votre hippocampe est capable de vous renvoyer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'imagination. L'imagination, c'est ça. Quand vous êtes en train d'imaginer des scénarios en raisonnant à plusieurs coups à l'avance, etc., quand vous jouez aux échecs ou ce genre de choses, quand vous êtes dans des scénarios prospectifs, là, c'est votre hippocampe qui est en train d'envoyer des scènes que vous n'avez pas forcément vécues pour essayer de demander au cortex frontal de contrôler ça. Et donc là aussi, c'est de la métacognition et ça aussi, c'est de la mémoire explicite. Vous voyez, on ne fait qu'emboîter, que mettre ensemble différentes formes de mémoire. Et maintenant, juste petite parenthèse, hein, pour les plus curieux, là, tout ce dont je parlais, ça convenait pour les primates. Et maintenant, ce qui concerne plus spécifiquement uniquement l'être humain, ben nous, la grande différence, c'est que ce qui s'est développé chez nous, c'est ce qu'on appelle le cortex frontopolaire. C'est la partie qui est vraiment devant, là, l'R10. Cette aire-là, c'est vraiment cette partie qui s'est énormément développée chez nous. Et en fait, c'est ça qui nous rend capable de faire ce genre de tâches, mais en imaginant en parallèle, en même temps, plusieurs scénarios. Autrement dit, on n'est pas, comme doit le faire le singe, en train d'imaginer un scénario d'imagination, puis un autre, puis un autre. Nous, on peut être capable d'en imaginer, ça dépend des gens, mais entre 2 ou 3, 4 parfois, enfin, plutôt 2 ou 3 scénarios en parallèle. Donc ça, c'est notre petite spécificité à nous qui fait qu'on est toujours en train de partir dans des plans prospectifs dans tous les sens. Voilà, donc maintenant je vais conclure, histoire de laisser un peu de temps pour éventuellement s'il y a quelques questions. Je vais conclure déjà en essayant de résumer finalement pour moi les caractéristiques qui sont vraiment importantes pour essayer d'expliquer où est-ce que les neurosciences pourraient aider à résoudre certains verrous qui restent quand même très difficiles en IA. Donc, première partie, c'est cognition incarnée. Donc, vraiment comprendre comment est-ce que le corps est représenté au niveau cérébral, parce que ça, c'est vraiment à la base de l'ancrage du symbole, de comprendre dans sa chair la signification d'une scène. Ça, c'est l'insula qui vous donne cette information-là. Deuxième élément, c'est le rôle majeur de l'hippocampe et de la mémoire épisodique qui nous permet de contourner la combinatoire en fait, en se servant de cas particuliers. Alors, soit, et ça, je ne l'ai pas trop dit, mais c'était peut-être évident, soit aussi en raisonnant sur les cas particuliers, hein, pour ceux qui font du raisonnement à partir de cas, ils connaissent bien cette approche-là. Donc, aussi, l'hippocampe peut vous servir à renvoyer un cas particulier qui est pertinent pour la présente situation, mais aussi, sinon, plus généralement, il permet de consolider, donc d'apprendre, d'entraîner en douce, pendant que vous vous reposez, d'entraîner votre cortex et de choisir les bons exemples pour l'entraîner le plus vite possible et donc d'être capable de
compenser tous ces problèmes de combinatoire. Et puis finalement, le dernier étage, qui est vraiment l'étage le plus impressionnant chez les primates et chez nous ensuite, c'est vraiment notre capacité à être capable d'articuler et de mettre ensemble l'apprentissage implicite, donc le fait d'avoir des compétences très rapides, très efficaces, avec des compétences explicites où là, on prend plus de temps pour délibérer, pour réfléchir, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le slow et la pensée rapide et la pensée lente, ce qu'on appelle aussi le système 1 et le système 2. Et je pense que c'est ça dont Grégoire nous parlera juste après la pause. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais j'espère qu'il y aura probablement des liens finalement entre ce que je suis en train de dire et puis ce qu'on verra après sur une approche plus psychologique. Mais en tout cas, c'est vraiment la même chose dont on parle que ceux qui nous parlent de slow et fast thinking en psycho, ou de système 1, système 2 en neuroéconomie. Alors, aussi quelque chose qui est important sur le fait de prendre cette inspiration biologique, cette inspiration humaine aussi, si on s'intéresse plus particulièrement au système nerveux humain, c'est l'impact que ça peut avoir dans les SHS. Pourquoi? Parce que les choses qu'on fait actuellement dans l'équipe, enfin, outre les modèles dont j'ai parlé avant, tous les modèles dont j'ai parlé avant, je n'ai pas décrit de modèle calculatoire, mais en tout cas, c'est des modèles qu'on développe dans notre équipe et dans d'autres équipes. Ça se fait beaucoup dans des équipes bio-inspirées à travers le monde. Ce qu'on regarde aussi actuellement, c'est de servir de ces modèles-là pour essayer d'expliquer ce qu'on appelle des biais cognitifs, de dire pourquoi est-ce qu'en première approximation, on pourrait penser qu'on n'est pas très rationnel au sens logique parce qu'on ne raisonne pas pareil, etc., qu'on a l'aversion au risque, qu'on a les biais de référence, les biais de confirmation, enfin ce genre de choses dont vous avez peut-être aussi entendu parler. Et en fait, l'explication, c'est que nous, on résout un autre problème, qu'on n'est pas en train de résoudre le problème de déterminer si une proposition est vraie ou fausse, comme fait un logicien, mais qu'on est en train plutôt d'essayer d'estimer nos beliefs, nos croyances, ou qu'on est en train d'essayer d'estimer la faisabilité ou la confiance dans une situation, et que finalement, quand on résout autre chose, forcément, on a un biais, mais ce n'est pas parce qu'on calcule mal, c'est parce qu'en fait, on est en train d'essayer d'estimer une autre grandeur. Et si on réfléchit bien, en général, on se rend compte que c'est plus adapté à notre situation d'être humain vivant là où on est que d'être uniquement, et j'allais dire bêtement, simplement logique, au sens à la recherche de la vérité, plutôt mettre à jour et mettre au point ses croyances, et en général plus efficace dans beaucoup de circonstances. Donc ça, c'est ça qui m'amène pour conclure à finalement vous présenter les sujets sur lesquels on travaille actuellement ou on voudrait travailler bientôt. Et donc tout ça, c'est aussi des perches lancées vers vous, si c'est des sujets qui vous intéressent. Nous, on est vraiment preneurs pour essayer de discuter avec des collègues d'IA qui essayent d'attaquer ce type de problème. Hier, pareil, Michael parlait de problèmes mal posés. Voilà, le genre de choses qu'on essaie de comprendre, c'est quoi le problème solving? C'est quoi la résolution de problèmes sur un être naturel, vivant, dans un environnement naturel? Donc, essayer de comprendre les différents mécanismes qui font qu'on est capable de résoudre un problème, même s'il est mal posé, de comprendre ces mécanismes de délibération quand on va réfléchir sur plusieurs scénarios en parallèle, de comprendre mieux la créativité dont j'ai parlé tout à l'heure, de comprendre le jugement, donc, y compris quand il n'est pas rationnel. Donc là, on est en train de travailler, par exemple, sur voir le lien avec les possibilités, avec la théorie de possibilité-nécessité, avec la logique modale, ce genre de choses. On va essayer de trouver des bases biologiques sur ce genre de choses pour finalement mieux comprendre et mieux qualifier la rationalité humaine et comprendre quand est-ce qu'on est logique au sens logicien du terme ou quand est-ce que c'est mieux d'avoir d'autres modes de raisonnement, donc d'être capable de les expliquer de manière plus claire. Et puis, autre point qu'on a vu tout à l'heure avec Jérôme, par exemple, c'est des fois, là, je vous ai parlé que d'un individu, mais après, qu'est-ce qui se passe quand on est au niveau collectif? Qu'est-ce qui se passe quand on doit prendre une décision ensemble et donc qu'on aura besoin de faire des négociations, ce genre de choses? Donc ça, c'est plus prospectif, mais en tout cas, c'est des sujets dont on pense qu'ils seront aussi incontournables bientôt. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide et que je me suis pas trop dispersé sur beaucoup de points, mais en tout cas, je pense que c'est, selon moi, vraiment les 3 sujets principaux où actuellement, il y a plein de choses à se dire entre neurosciences et IA. Voilà, je vous remercie et je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet exposé passionnant.